Notre deuxième orateur sera le docteur Kanda. Le docteur Kanda is from DRC, where he studied medicine and did a postgraduate study in neuropsychiatry at CNPP, Centre Neuropsychopathologie in Kinshasa. He's currently working as a medical officer in community mental health in the West Rand Health District in Gauteng, South Africa. He's also a logotherapy facilitator at the UNISA Center for Applied Psychology and a e-tutor in the Department of Anthropology at UNISA. He's a member of the advocacy group for rural mental health in the Rural Doctors Association of South Africa, RUDASA. His main interest is the interaction of culture, health, and mind from an existential anthropology perspective. Beside mental health assessment and management, he offers logotherapy as part of recovery and rehabilitation intervention to patients and their families, and also provides logotherapy workshop for mental well-being at workplace and communities. Ceci dit, je voudrais passer la parole sans plus tarder au Dr Kanda. Dr Kanda, vous avez la parole. Merci madame pour l'occasion que vous m'offrez. J'aimerais d'abord commencer par notre culture, comme nous disons à Lingala, Kubwaka Mabanga. Je voudrais définitivement commencer par dire merci à madame Janine Mwambakana qui a dû faciliter mon contact avec Marc. Je suis vraiment reconnaissant de cette occasion qu'elle m'a mis en contact avec Marc, avec qui j'ai dû travailler pendant peut-être les dernières semaines pour préparer cette présentation. Et donc, je voudrais aussi dire merci à Marc. Je voudrais dire merci à Marc aussi pour m'avoir introduit à votre organisation COP Congo. Et je voudrais dire merci à toute l'administration de cette organisation pour avoir accepté que je puisse partager avec vous certaines de mes idées à propos de développement communautaire, mais beaucoup plus en posant la question, comme Dr Bondi l'a dit, et je pense certaines questions ont été soulevées à propos de manque de confiance parmi les Congolais, qui fait qu'on a l'impression que les Congolais est une espèce rare et unique par rapport aux autres peuples, qui est un avis que je ne partage pas. Je voudrais, s'il y a un message que je voudrais laisser aujourd'hui, c'est pour dire que nous, Congolais, nous sommes comme tous les autres peuples. Nous avons les bons côtés, nous avons les mauvais côtés. Évidemment, sur le plan anthropologique et même certaines études de psychologie sociale, nous avons toujours tendance à croire que l'autre groupe est mieux que le nôtre. Quand vous êtes dans votre propre groupe, la tendance est de croire que vous n'êtes pas unis et les autres groupes sont plus unis. Donc, cela revient comme un proverbe que nous disons chez nous, que c'est quand vous vivez dans une maison que vous saurez là où the house is leaking. Donc, vous ne pouvez savoir si la maison est en train de suinter que si vous êtes dans cette maison-là. Donc, pour moi, le message important que je voudrais offrir à COP Congo, c'est d'avoir le courage de continuer à faire ce que vous pensez c'est la bonne chose à faire pour la communauté et ne pas avoir ce complexe-là de penser que les autres peuples sont plus intelligents ou sont mieux que nous. Nous sommes le même, mais nous avons aussi des différences parmi nous. Je voudrais aussi dire merci à ma famille, hein, à ma femme et à mes enfants qui, de nature, m'inspirent. Et parfois, certaines des choses que je fais, je dis, sont basées sur l'inspiration que j'ai de ma femme et mes enfants. Et donc, c'est pour illustrer cela, je voudrais
partager avec vous certains, comment vous dites, lyriques, les lyriques d'un musicien congolais, d'origine congolaise, mais qui évolue beaucoup plus en Europe. Et, donc ce groupe, avec son groupe, ils ont écrit « Je repense souvent à l'Afrique, j'aimerais la voir décoller, mais ce qui compte, c'est la santé. Oui, c'est la santé. Je voulais rentrer au G8, mais je ne suis qu'un Africain. » J'ai voulu partager ces lyriques avec vous pour réfléchir sur qu'est-ce que nous nous disons en tant qu'Africains. Je voudrais penser, Dr Bombi l'a dit, un des désavantages de penser en groupe ou de travailler dans un groupe fermé, c'est que vous vous isolez des autres groupes, qui est, je pense, pas une bonne chose à faire. Nous devons, pendant que nous définissons comme un peuple uni, nous devons être aussi en mesure d'être ouverts et collaborer et travailler avec les autres peuples. Et en le faisant avec un bon sens de soi, sans un sens d'infériorité ou avec, comment on dit, manque de confiance en soi. Et ceci m'amène à une autre chanson que le même groupe, en fait, ce groupe, je l'ai découvert par le biais de mes enfants. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas ce genre de musique, mais ce qui m'a frappé, c'est les lyriques qui ont été, que ces jeunes Africains dont notre frère congolais fait partie. Dans cette chanson, il dit ça m'a touché, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal, mais je reste debout. Moi, je pense que ces deux lyriques nous ramènent à la question de qu'est-ce qu'un Africain, qu'est-ce qu'un Congolais, et quel genre d'Africain, quel genre de Congolais que nous sommes. J'aimerais qu'à la fin de la présentation, que nous soyons ce genre de Congolais, ce genre d'Africains, ce genre de citoyens du monde qui a le courage de se mettre debout, quels que soient les coups encaissés. So, je voudrais brièvement dire qu'en général, le concept d'identité, c'est un concept qui est étudié dans plusieurs disciplines, notamment en psychologie, en anthropologie, et en sciences sociales, et certaines personnes pensent que c'est un concept qui a toujours été très important. Et aujourd'hui, avec l'histoire de Covid, et surtout moi, je suis en Afrique du Sud, ceux qui sont en Afrique du Sud le savent. Maintenant, nous savons que nous pouvons le sentir à cause de la crise économique qui a été aggravée par la pandémie de Covid-19. Il y a une pauvreté qui ne fait que s'empirer, et cette pauvreté devient un terrain, comment on dit, un terrain fertile pour la violence. Et généralement, c'est une violence dirigée vers l'autre, c'est une violence dirigée vers l'étranger. Et malheureusement, c'est souvent dirigé vers l'étranger africain. Et donc, vous comprenez, donc, pour le faire, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens doivent se poser la question, qui sommes-nous? Enfin, moi, je suis sud-africain, les autres ne sont pas sud-africains. Si moi, j'ai des problèmes, donc c'est à cause des autres, tout ça. Donc, je ne voudrais pas dire ici que les Sud-Africains sont violents. Moi, je voudrais dire que c'est un phénomène qui se passe partout ailleurs dans le monde. Chaque fois qu'une communauté ou un groupe de gens se sent menacé physiquement ou économiquement ou émotionnellement, la tendance, c'est de s'en prendre à l'autre.
Et donc, la tendance, c'est vouloir rester dans son groupe et définir qui on est et définir qui ne sont pas partie de ce groupe-là. Et donc, c'est pour ça que ce concept d'identité de soi et l'identité du groupe est assez important. Alors, ces sciences sociales disent généralement que les facteurs qui influencent la définition de l'identité ou de soi ou du groupe, c'est cette liste-là. Je vais pas aller citer tous les facteurs, mais je voudrais signaler ici les facteurs de valeur et le worldview. Moi, je pense que ce facteur-là est plus important. Vous avez évidemment les langues, la région, la localité, les nationalités, les ethnies et compagnie, les religions, les classes sociales, tout cela, ce sont des facteurs qui définissent, que les gens utilisent pour définir leur identité. Mais compte tenu de mon expérience personnelle, ayant vécu dans plusieurs pays, j'ai quitté le Congo il y a peut-être bientôt maintenant plus de 20 ans, et mon expérience de travailler en santé mentale dans différents pays africains, mon expérience d'avoir travaillé avec d'autres collègues venant d'autres pays, et même récemment, ma recherche que je suis en train de compléter maintenant là, je voudrais proposer une autre manière pour comprendre comment l'identité comme une représentation socioculturelle, comment elle se construit, comment elle est influencée. Ces facteurs ici sont très importants. Mais j'ai comme l'impression, je suis convaincu, pour les Congolais et pour les Africains spécialement, je ne sais pas si c'est intentionnellement ou pas intentionnellement, nous négligeons un aspect important. Donc, voici les aspects que je voudrais signaler ici pour expliquer pourquoi nous avons ce sentiment de manque de confiance, de lack of trust among ourselves, et même parfois même des conflits parmi nous. Et ceci, pour moi, comme je le dis, n'est pas un phénomène seulement congolais, c'est un phénomène universel. Ceci arrive dans toutes les communautés. Quand vous voyez certaines communautés de dehors, parce que vous n'êtes pas partie de ces communautés-là, vous avez l'impression qu'ils sont cohérents, mais il faut causer avec les gens. Il faut des gens qui font partie de ce groupe-là. Vous comprendrez qu'il y a des différences d'âge, des différences de classe sociale, des différences de niveau d'éducation. Et ça peut créer des conflits dans les groupes. Alors, moi, je voudrais proposer une autre manière de voir comment l'identité est shaped, comment l'identité est influencée, qu'est-ce qui influence notre sens d'identité en tant qu'individu et en tant que groupe. Alors, je pars ici des observations qui ont été faites par un autre psychiatre, Frantz Fanon, mais qu'une anthropologue sud-africaine nous présente ici. Alors, le Frantz Fanon est venu avec le concept de scaring of the black psyche. Je ne sais pas comment traduire cela en français, donc nous pourrions dire que c'est une sorte de cicatrice du psyché de l'homme noir. Et cette cicatrice, elle est faite d'un sens, d'un complexe d'infériorité qui est induit socialement. Il y a la haine de soi-même, donc self-hatred,
Et il y a aussi le low self-esteem, donc un niveau de l'estime de soi très bas, une jalousie vis-à-vis de ceux qui progressent dans le groupe. Quand quelqu'un d'autre que moi progresse, on a tendance à être jaloux quand on est atteint de cette cicatrice psychique que Frantz Fanon a décrit il y a quelques années. Et il y a aussi une tendance à une agression réprimée. Donc il y a une agression passive où les gens se font du mal d'une manière subtile. On ne va pas nécessairement venir vous injurier ou vous donner des coups, mais on va vous ignorer, par exemple. On va ne pas vous saluer, par exemple. On va faire les gossips, raconter des histoires sur vous, et détruire votre réputation et tout ça. Tout ça, ce sont des formes d'agression réprimées qui, moi, je pense, qui font partie de ce genre de manière de réfléchir. Mais on souffre aussi d'une anxiété. Donc, une anxiété, une forme de peur sans objet, une peur sans raison. Donc, on est là, on a seulement peur. Et parfois, dans des cas extrêmes, certains deviennent même paranoïaques. On commence comment on dit, à éviter les autres, à suspecter que les autres sont contre nous et les autres nous veulent du mal. Alors, et en fin de compte, il y a aussi cette tendance à romantiser la culture indigène. Donc, vouloir être fier de sa propre culture, même quand l'on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre culture. Donc, voilà ce concept qui n'est pas le mien, que comme je dis, que Frantz Fanon a décrit parmi les Africains durant la colonisation, parce que c'est quelqu'un qui, étant médecin, il a vu l'impact de la colonisation sur le peuple africain, et notamment sur le plan mental, étant un psychiatre et ayant travaillé en Algérie dans un hôpital psychiatrique. Et ici, la psychologue sud-africaine reprend donc ce concept et elle nous dit de quoi ce concept est fait. Donc, je pense que ce concept, vous me direz peut-être dans vos questions, qu'il revient à peu près à ce que nous décrivons parmi nous, Congolais. Mais je voudrais souligner, comme je l'ai dit au début, que ceci est un phénomène universel. Tout peuple soumis à une violence, à un trauma, tout peuple soumis à une souffrance extrême, c'est désuni. Et quand on est désuni, on commence à se poser des questions, pourquoi on souffre, pourquoi on est victime, pourquoi, et très souvent, les questions, nous les répondons en définissant ce que nous sommes, et on se dit, écoutez, on n'est juste pas des bons, on n'est pas bon. On a ces complexes d'infériorité, et si on n'est pas bon, si on n'est pas mieux que les autres, donc on n'a pas d'amour de soi, on ne s'aime pas, et on a un niveau d'estime très bas, et très facilement, on devient jaloux aussi, on envie les autres, et en fait, comme on sait aussi qu'on n'est pas fort, on n'est pas bon, et on a tendance en fait à attaquer les autres, pas d'une façon directe, mais d'une façon subtile. On sabote, on est en train de saboter les gens, et très souvent, malheureusement, on les fait dans notre propre groupe. Ceci arrive même aussi dans les familles. Hein. Quand la famille est victime d'une souffrance extrême, très souvent, tout le monde se retire dans son monde psychique et se déconnecte du reste du groupe. Et donc, il y a aussi l'anxiété, comme je l'ai dit, une peur sans raison et une tendance à défendre sa culture, même quand ça ne vaut pas la peine.
Alors, il y a un livre que pour faire cette présentation, moi, je ne suis pas un businessman, je suis un médecin, euh, mais je m'intéresse au phénomène de développement des communautés et donc j'ai dû, en causant avec Marc, chercher des livres par-ci, par-là pour préparer cette présentation. Et donc, un des livres que j'ai trouvé s'intitule The African Reality, Making Africa Work, a Handbook for Economic Success. Alors, dans ce livre, il est écrit, donc, pour décrire la réalité africaine, vous verrez que l'Afrique est, en fait, on a tendance à dire maintenant, c'est une sorte de berceau de la violence. Donc, on dit à peu près les 2 tiers des non-state fatalities worldwide sont localisés en Afrique. Ça, c'est pour moi important pour nous de nous réaliser que nous sommes victimes d'une violence, d'un traumatisme, d'une guerre qui ne cesse pas. En ce moment, si mon frère Bombi n'est pas capable d'être avec nous et certains d'autres Congolais, que nous aurions voulu qu'ils soient avec nous à ce webinaire qui sont du Congo, sont incapables de nous rejoindre parce qu'à Lubumbashi, il y a des troubles, parce qu'à l'Est, il y a la guerre. Nous sommes même devenus habitués à ça, on n'en parle pas. Mais quand on n'en parle pas, on ne se réalise pas de l'impact que cette violence a sur nous. Donc, l'Afrique caractérisée par cette violence, mais en plus, dans le même livre, c'est un autre aspect que j'ai voulu partager avec vous du livre, c'est le niveau de pauvreté. Nous avons bien sûr un grand nombre de gens qui travaillent. Je travaille, beaucoup d'autres personnes travaillent, mais nous savons, et j'aime la manière qu'ils l'ont dit, qu'en fait, Africans are working to survive. Et en fait, they are poor. Beaucoup d'entre nous sont en train de travailler les jours au jour. Nous sommes en fait pauvres. Et en fait, peut-être qu'il faudra même discuter sur ce que la définition de la richesse ou la définition de la pauvreté. Pas parce que l'erreur que nous commettons aussi, que je vois beaucoup de gens commettre, ils pensent la richesse, c'est en termes de sommes d'argent qu'ils ont. Mais la richesse ne peut pas être limitée à la valeur monétaire. La richesse, pour moi, doit être définie un peu plus d'une manière broad, d'une manière élargie pour considérer d'autres aspects, notamment l'aspect dont Dr. Bombi vient de présenter dans sa présentation brillamment faite sur social capital. Donc, l'Afrique, pour moi, vous comprenez donc, je disais, je voudrais quitter la manière qu'on nous présente, comment l'identité est influencée, how the identity is shaped. I would like to propose another aspect which could explain how our identity is shaped. And I'm going from the observation made by Frantz Fanon, who actually looked at the impact, the psychological or the mental psychological impact of colonialization and its violence. And then currently, et maintenant là, donc l'Afrique qui en grande partie se passe complètement maintenant, on dirait, indépendante avec tous les pays indépendants. Donc, l'Afrique reste définie par la violence et la pauvreté. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que quel est l'impact de la violence et la pauvreté sur notre psychique?
au point qu'elle définit notre identité, notre manière de nous représenter, notre manière de voir les choses, de nous voir nous-mêmes. Alors là, je suis venu avec ces schémas qui peut-être a plusieurs éléments, c'est en fait des composantes. Donc, d'une manière générale, quand vous regardez une communauté, toute communauté, elle est faite de différentes institutions. Mais ces différentes institutions sont là parce qu'il y a des individus qui font partie de ces institutions-là. Et ces individus-là viennent d'une famille. Nous tous, nous venons d'une famille. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est sans famille. Nous venons tous d'une famille, même si il arrive très souvent qu'on n'a pas le sens d'appartenir à une famille particulière ou à une communauté à cause des événements que nous connaissons. Et donc, maintenant, si nous partons donc de l'observation faite par Frantz Fanon et les autres chercheurs ou d'autres observateurs, ou même les citoyens communs, dans une situation où nous sommes exposés à la violence, comme au Congo, comme en Afrique du Sud, comme partout ailleurs en Afrique, à la violence et au traumatisme, d'une manière continue, dans une manière où nous vivons une pauvreté, une inéqualité dans nos communautés, il y a tendance à ce que les gens se déplacent. Soit ils fuient la guerre, soit ils vont chercher de meilleurs endroits pour vivre ou pour travailler. Donc, ce déplacement, cette violence, généralement, elle nous conduit à ce que moi, je considère à un sens d'isolement. Donc, l'isolement ici, c'est l'isolement, en fait, en termes physiques. Donc j'ai quitté le Congo pour aller en Zambie ou Lesotho. Donc, je suis physiquement isolé de ma communauté congolaise, d'où je viens. Et alors, vous avez aussi l'aliénation, pour moi, qui est beaucoup plus un concept, pas physique, mais social. L'aliénation, ça vient avec un sens de ne pas appartenir, not belonging. You don't belong either to your family or to your community. Généralement, ceci, c'est la conséquence de la violence, des traumatismes et de la pauvreté. Donc, et en plus de ça, nous avons aussi un phénomène de dissociation pour ceux qui font les sciences mentales, donc, où on sépare pratiquement par certaines parties de notre mémoire et pratiquement déconnecté de nous. Donc, et même parfois, même certains de nos expériences ou parfois certains de nos aspects de ce que nous sommes sont pratiquement déconnectés de ce que nous sommes. Et ceci, nous le faisons pour nous protéger. Par exemple, si j'ai été victime d'un traumatisme pendant la guerre ou durant l'enfance, on aura tendance à éviter certains sentiments, certaines émotions. On les évite parce que on ne veut pas se rappeler ces mauvais moments. So we basically disconnect some emotions or some memory from ourselves, and that makes us have for somebody who observes that a sense of disintegration, a sense of disconnection. Et évidemment, avec cette expérience d'isolation et d'aliénation, il y a donc une fragmentation de soi et fragmentation de la communauté. Donc la communauté congolaise devient fragmented parce que à cause de la souffrance due aux guerres, au traumatisme et à la pauvreté. Alors, j'ajoute aussi un concept que moi j'ai décrit,
pour ceux qui font la médecine ou la psychiatrie ou la neurologie, vous avez un concept, vous direz que non, le malade est désorienté dans le temps, l'espace et la personne. Mais moi, je pense aussi qu'en tant qu'individu, en tant que communauté, quand on a connu une souffrance et une violence extrême, je propose cette expression que j'appelle social-cultural disorientation. Donc et même quand on se déplace d'un pays à un autre, on se sent désorienté parce qu'on est maintenant dans une communauté, on est maintenant dans un environnement qui est différent de l'environnement où on a grandi, avec des valeurs et des manières de faire les choses qui sont totalement différentes. Donc on n'a plus de repères en tant que valeur, en tant que tradition pour diriger nos comportements. Donc c'est un concept auquel je tiens, que je voulais proposer, vous proposer le concept de socio-cultural disorientation. Quelles sont nos valeurs? Le docteur Bombi a parlé mentionné le Ubuntu. Il dit, nous allons parler de Ubuntu. Mais moi, de là où je viens, étant du Kasaï, mon père, depuis ma petite enfance, m'a toujours rappelé que dans toute chose que tu fais, tu dois te poser la question, where is your humanness? Où est ta dimension humaine? Et donc ça, c'est un concept africain de Ubuntu. Mais malheureusement, on ne le sent pas pour moi parce que nous connaissons l'aliénation, l'isolation, dissociation à cause de la souffrance et à cause des traumatismes. Je pense pour moi que les Africains, les Congolais, nous ne faisons pas attention à ces concepts-là et surtout plus même à un concept que certains anthropologues et social scientists ont proposé, the traumatic historical background. Quand vous prenez l'histoire du Congo ou de l'Afrique du Sud, par exemple, vous réalisez que durant les 3 derniers siècles, les 3 derniers, comment on dit, 3 siècles, ce continent a connu d'abord l'histoire de l'esclavage, et puis c'est la colonisation. Après la colonisation, après l'indépendance, ce sont les guerres entre les différentes fractions, les différentes fractions dans le pays. Donc vous avez comme ça là, pendant plus de 300 ans, une guerre qui vient après une autre, et pratiquement de génération en génération. Et ceci amène différentes générations, différents groupements, différentes personnes de se déplacer, ils quittent le pays, ils vont dans d'autres pays, ils reviennent et tout ça. Ceci, c'est un aspect dont nous ne parlons pas souvent. On ne se réalise pas de l'impact que cela a fait sur notre communauté et sur nous-mêmes. Moi, je voudrais attirer votre attention sur cet aspect-là. Comme maintenant, comme je vous dis là, à Lubumbashi, on nous dit, on tire, on tue les gens. Ça, les Maïmaï ou les Bakatakatanga, ce sont des Congolais comme vous et moi. S'il est capable de tirer sur son propre frère, avec qui il partage une nationalité, vous comprenez combien nous sommes fragmentés comme société. Et là, ce n'est pas seulement les Bakatakatanga, vous avez l'expérience à l'est du pays. Moi, je suis certain, même à Kinshasa, on nous parle.